ce webinaire, on l'a fait pour pouvoir vous exposer les différents types de chauffage ce qu'il existe actuellement pour la rénovation énergétique de vos copropriétés, en sachant que on avait quand même ce constat de dire vous avez beaucoup de copros où c'est du chauffage au gaz, on est sur du chauffage collectif, est-ce qu'on peut aller chercher donc quel type d'outils on a et quelles solutions peuvent se proposer à vous. Donc pour ça, on a défini en fait plusieurs axes. Donc en chauffage collectif au gaz avec une pompe à chaleur hybride, le réseau de chaleur urbain et la géothermie. Et pour les chauffages individuels électriques, sur du photovoltaïque avec de l'autoconsommation collective. Donc en ce qui concerne la pompe à chaleur hybride collective, le principe d'une pompe à chaleur hybride, c'est d'avoir donc un système pompe à chaleur qui soit couplé avec une chaudière à condensation haute performance, voire très haute performance. L'idée étant du coup d'avoir une pompe à chaleur qui va pouvoir fournir une majorité de l'énergie nécessaire pour votre production de chauffage et d'eau chaude. Et qu'à partir du moment où on a des conditions extérieures ou un problème de tarif de l'énergie qui entre en jeu, eh bien de choisir quel type d'énergie on va privilégier. Est-ce que ça va plutôt être la pompe à chaleur ou est-ce que ce sera plutôt la chaudière? En sachant que du coup, on a donc cette possibilité de mixer les deux. C'est donc composé d'une pompe à chaleur, d'une chaudière très haute performance et éventuellement d'un ballon d'eau chaude sanitaire. Et tout ça, donc, c'est géré par une grosse armoire de régulation. Donc, les différents modes de fonctionnement, en fait, on a un pilotage qui peut être ce qu'ils appellent économique, avec donc le choix qui est sur le prix de l'énergie ou la performance de la pompe à chaleur, donc le COP. On peut du coup avoir priorité à la pompe à chaleur, tant que l'efficacité est suffisante. On sait qu'en dessous d'une certaine température, la pompe à chaleur est beaucoup moins efficace et elle a besoin d'un apport électrique souvent pour pouvoir fonctionner. Bah là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on reste sur une sorte d'efficacité, mais que dès que ça sera un petit peu moins performant, bah, de passer en complément avec la chaudière. Euh, ou alors de définir notre pompe à chaleur, eh bien, elle va fonctionner jusqu'à 0 degré. C'est elle qui sera majoritaire sur cette partie-là. Et puis, dès que la température elle passe en dessous de 0 degré à l'extérieur, eh bien, on passe sur du full gaz. On a vraiment différentes façons de régler ça, de façon à ce que ce soit le plus optimum pour les consommations et au niveau tarifaire également. L'avantage, enfin, ces pompes à chaleur sont jamais très grosses par rapport à une pompe à chaleur qui ferait que RO, donc électrique, puisque ça reste certes un gros, enfin sur du collectif, pardon, on a quand même besoin d'un peu de changement, mais étant donné qu'on a la chaudière qui vient en complément, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir un dimensionnement qui soit trop important. Donc les avantages d'une PAC hybride, c'est un investissement initial qui est inférieur à une solution donc 100% PAC collective, puisqu'on a une PAC qui est moins puissante. On a une flexibilité énergétique pardon, du fait d'utilisation de ces deux énergies. Euh, c'est bien mieux accepté aujourd'hui, d'autant plus euh, sur de la rénovation, puisque on a on conserve la partie chaudière. Et aujourd'hui, si vous ne vouliez rester que sur de la chaudière collective, malheureusement, on n'a plus d'aide et la TVA est passée à 20%. Et puis, donc la PAC hybride, elle, par contre, permet d'avoir des aides de l'État.
Après, tout ce qui est limite, c'est la complexité et l'automatisme de la régulation. En effet, il faut avoir quelqu'un qui sache vraiment manier correctement ce produit pour pouvoir le régler en fonction de vos usages. On a quand même du coup un peu de gaz à effet de serre. Et voilà. Du coup, pour faire une comparaison entre la PAC hybride et une PAC électrique, on est quand même un peu moins élevé puisque, enfin, pour la PAC hybride, puisque la PAC électrique nécessitera d'être beaucoup plus, d'avoir un dimensionnement qui soit plus important. On a un coût d'exploitation du coup qui peut varier puisqu'on peut on peut passer d'une énergie à une autre. Et en performance, enfin en grand froid, la chaudière prenant le relais, on a quand même quelque chose qui est plus confortable et qui ne nécessite pas du coup d'avoir encore une fois une PAC haute température. On va passer au réseau de chaleur urbain. Donc les réseaux de chaleur urbains, qu'est-ce que c'est? Donc un réseau de chaleur, c'est un ensemble de bâtiments qui vont pouvoir être alimentés en chaleur grâce à une seule source de production. Alors il peut, sur des très gros réseaux de chaleur, il peut y avoir plusieurs sources d'alimentation, de chaleur, pardon, mais en tous les cas, ça va être au moins un producteur d'énergie, de chaleur pour un ensemble de bâtiments. Ces bâtiments-là, ils peuvent être de différentes sortes, ça peut être des bâtiments publics, ça peut être des copropriétés, et ça peut même être, dans certains cas, même si c'est beaucoup plus rare, des maisons individuelles. Ça permet du coup de pouvoir avoir quelque chose qui va être commun et réparti sur l'ensemble du territoire, d'avoir une énergie en local, en utilisant ses ressources quand on en a. La ressource, elle peut être du réseau de chaleur, elle peut être en gaz, mais si on a d'autres types d'énergie qui peuvent être mis en place pour décarboner votre production, comme la géothermie, la récupération de chaleur fatale ou même la méthanisation, ça peut être des solutions qui permettent d'alimenter un réseau de chaleur. Les avantages du réseau de chaleur, c'est que, donc ça va être la partie économique, je vous le présente là, mais du coup, le réseau de chaleur, c'est pas la copropriété qui va pouvoir le créer et le mettre en place. Ça va être le territoire, la commune ou la communauté d'agglomération, pardon. Donc, ce qui permet, vous, de ne pas avoir un investissement qui va être très important. En fonction des territoires, vous allez avoir soit à minima votre sous-station, donc le point de raccordement en fait dans la copropriété à financer, et parfois même pas, ça peut être pris en charge directement par la collectivité ces coûts-là. Une gestion centralisée, puisque la source de production, elle n'est pas dans la copropriété, mais qu'elle est à un point hors, et qu'elle permet de gérer en plus l'ensemble de ces bâtiments-là, en termes de maintenance, d'opération, etc., au quotidien. C'est plus la copropriété qui va avoir cette gestion-là. Et donc ce travail à faire avec un chauffagiste, avec un entretien de votre chaudière, etc., ça va être à la charge de votre territoire. Et c'est une solution qui peut être écologique, à minima, forcément un peu comme pour tout, avoir une seule grosse source d'émissions pour tout le monde, ça sera toujours moins émissif que d'avoir plein de petites chaudières dans chacun de ces bâtiments-là, et ça sera encore plus vertueux si votre source de chaleur, elle est décarbonée. Les inconvénients, par contre, c'est donc, bah, comme je disais, vous n'avez pas de maîtrise vous sur les réseaux de chaleur et sur leur existence, hormis à les demander ou l'exiger, le forcer un petit peu auprès de vos territoires quand ils n'existent pas. Vous n'avez pas de maîtrise non plus sur le tracé du réseau de chaleur en question. Donc, si le réseau de chaleur existe, mais qui passe trop loin de votre copropriété, par exemple, et que le raccordement n'est pas possible car il serait trop onéreux, vous n'avez pas de maîtrise là-dessus ou sur son développement. Si la commune elle décide effectivement de faire un tracé, un réseau qui passera à côté de chez vous, mais qu'elle le prévoit que pour 2035, vous n'avez pas tellement de choix que d'attendre 2035. Le deuxième inconvénient, ça va être que votre coût, et donc l'économie réelle financière que vous pourriez en faire, elle va aussi être dépendante du nombre d'abonnés qu'il va y avoir. Forcément, plus il y aura d'abonnés sur le réseau, et moins ça sera cher, ça coûtera cher aux consommateurs de bénéficier, de profiter de cette énergie. Pour information, un outil qui existe pour que vous sachiez si vous êtes ou pas à proximité d'un réseau de chaleur,
c'est France Chaleur Urbaine. Donc c'est un site internet, on vous mettra le lien, là il n'est pas cliquable, mais je le mettrai cliquable quand on vous enverra la présentation. Donc France Chaleur Urbaine, c'est un outil en ligne, c'est un site internet qui vous permet, en renseignant votre adresse, donc là c'est l'adresse, nous, de notre bâtiment à la Lac Sud parisienne, de le renseigner et du coup de voir s'il y a ou pas à proximité. Donc là, bonne nouvelle, nous, parce qu'il y a un réseau qui est à proximité, mais vous pourriez aussi avoir le petit message qui dit il n'y a pas de réseau à proximité de votre bâtiment. S'il y a un réseau à proximité de votre bâtiment, vous vous renseignez, vous avez un petit formulaire, je ne l'ai pas mis en entier, mais vous avez un petit formulaire qui vous permet de compléter, renseigner votre statut, vos informations, pour pouvoir être contacté par le gestionnaire du réseau de chaleur en question. Là, par exemple, pour nous, c'est Dalkia, donc vous avez un petit message avec quelques informations aussi sur, voilà, sur les coûts, sur comment fonctionne ce réseau parfois. Et vous avez aussi un petit tracé pour voir le réseau en question, s'il existe, s'il est à construire, s'il passe, à quel point il est proche ou pas de chez vous. Voilà, vous allez pouvoir trouver toutes ces informations-là sur ce site et donc remplir ce formulaire pour être recontacté par le gestionnaire qui pourra voir du coup comment créer, mettre en place un raccordement pour vous sur ce réseau-là. Ensuite, on passe au sujet de la géothermie. La géothermie, donc le fonctionnement, c'est la production d'énergie, oui, à partir de la chaleur qui est contenue dans le sol. Cette énergie-là, elle peut être transformée soit en chaleur, soit en électricité. Là, pour notre sujet aujourd'hui, on va parler de la production de chaleur, notamment d'autant plus que la production d'électricité, elle n'est pas du tout sur ces ordres de grandeur-là de toute façon. Donc pour le chauffage, c'est une solution qui peut être complètement adaptée. Donc vous allez avoir deux solutions principales. Il y en a d'autres, mais que je ne vais pas développer ce soir parce que sur la copropriété, ça ne serait pas forcément des solutions qui seraient adaptées. Donc on a la géothermie sur sonde ou de la géothermie sur nappe. La géothermie sur sonde, c'est le premier schéma. Donc là, on va les mettre, forer le sol pour y mettre des sondes. Dans ces sondes, il va y avoir un fluide caloporteur qui permettra du coup en boucle, dans un système fermé, de transmettre la chaleur du sol vers le bâtiment en le transformant via une pompe à chaleur. Le deuxième schéma, qui est sur la droite, donc c'est de la géothermie sur nappe. Là, cette fois-ci, on a donc des nappes phréatiques qu'on exploite avec un puits de pompage et un puits de réinjection. Et donc là, on vient directement puiser l'eau de ces nappes, donc l'eau qui a une certaine température, qui va venir dans le bâtiment. Pareil, qui va être réchauffée grâce à une pompe à chaleur pour venir chauffer votre bâtiment et dans vos radiateurs. Et ensuite, qui va être réinjectée dans les nappes de manière à pouvoir maintenir un cycle pour votre bâtiment et à maintenir une température aussi. L'objectif, c'est de ne pas abîmer et de ne pas réduire la performance de nos sols et de nos nappes. Là, vous avez deux exemples de types de géothermie qui peuvent être mis en place. Donc, vous avez de la géothermie qui peut venir alimenter, comme je disais tout à l'heure, un réseau de chaleur, par exemple. Donc là, on va être sur un très gros système qui va permettre d'alimenter plusieurs types de bâtiments. Et vous pouvez avoir aussi la géothermie qui serait directement par la copro et pour la copropriété. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire pour votre copropriété, de créer et de mettre en place un projet de géothermie pour vous alimenter, donc remplacer votre pompe à chaleur ou votre chaudière gaz, pardon, ou elle peut être la garder en appoint si nécessaire en fonction de la performance et de la production que vous allez pouvoir obtenir. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir vous créer une solution décarbonée pour votre copropriété grâce à votre sol directement qui sera sous vos pieds. Les avantages de la géothermie, c'est que c'est une énergie qui est renouvelable. Là, on vient vraiment juste puiser et chercher, exploiter la chaleur qui est naturelle, qui est contenue dans les sols, et rien de plus. Alors, il y a des études, c'est pas fait n'importe comment, faut pas trop en faire pour que, comme je disais, on ne dégrade pas les sols sur plein de points et d'aspects différents. Mais en tous les cas, on a une énergie qui est renouvelable et décarbonée qui est stable. Donc ça, c'est le petit schéma qui est sur la droite, qui est affiché avec les températures en fonction de la profondeur à laquelle on va creuser. Et en fait, à partir d'une certaine profondeur, vous avez la température dans le sol, elle est stable, quasiment constante tout au long de l'année.
Donc, vous n'allez pas être soumis à des variations comme vous pourriez avoir avec la pompe à chaleur, par exemple, de performance en fonction de s'il fait moins 5 degrés ou s'il fait 3 degrés à l'extérieur ce jour-là. Là, la géothermie, vous allez avoir une température, une source qui sera stable, qui sera quasiment constante toute l'année en tous les cas, et que vous allez pouvoir utiliser en hiver pour vous chauffer, mais également en été pour vous rafraîchir et vous refroidir, au lieu de mettre une climatisation par exemple. Durable, source peu carbonée, du coup, je l'ai dit, puisqu'elle est peu émettrice. La seule source d'émission de carbone sur ce type de technologie, finalement, ça va être le travail de la pompe à chaleur qui sera mis en place, mais ce qui aura une performance et une émission toute relative par rapport à d'autres sources d'énergie, par rapport aux ressources gaz que vous pouvez avoir actuellement. Les inconvénients, par contre, un investissement qui est très élevé pour une copropriété. Alors, il peut avoir des solutions, hein, malgré tout, pour cet investissement-là, avec des aides qui existent, mais malgré tout, voilà, un investissement qui peut être fort et un foncier qui doit être aussi important. Vous avez certaines normes et certaines distances à respecter dans le cadre de la géothermie, et donc forcément, ça nécessite d'avoir un terrain qui va être assez grand pour pouvoir émettre vos sondes ou vos puits sans que ça pose de problème pour le bâtiment. Je vous ai mis en ressource le site Géothermie si jamais vous voulez en savoir plus. Et pour terminer là-dessus, pour information, la LEC Sud parisienne, on fait partie du réseau qui a été mis en place cette année par l'ADEME, qui s'appelle le réseau des animateurs chaleur renouvelable, donc qui est un ensemble de conseillers qui sont là pour vous aider, donc différents types de cibles, mais aujourd'hui, donc vous, les copropriétés par exemple, à mettre en place, à réfléchir, à vous poser des questions sur des projets d'énergie, de chaleur renouvelable. Donc nos missions, ça va être voilà, de vous apporter de l'information, du conseil sur les différents choix qui pourraient être faits, en respectant le cahier des charges de l'ADEME, puisque l'ADEME peut financer des projets, donc il faut qu'on respecte forcément leur cahier des charges, comme pour toute aide financière. On peut aller, nous, la LEC, réaliser des études d'opportunité, permettre voilà, de rentrer un petit peu, faire un pré-état des lieux, une étude de préfaisabilité avant de rentrer dans le vif du sujet avec un bureau d'études, parce qu'on n'est pas bureau d'études à la Sud parisienne malgré tout, mais voilà, ça permet de dégrossir un petit peu le sujet. Euh, et voilà, de vous aider, vous accompagner dans tout ce développement-là jusqu'à la mise en place de projets. Et on a une dernière partie sur le photovoltaïque. Donc là, c'est pour les copropriétés qui seraient sur du chauffage individuel électrique. Pour du chauffage individuel gaz, la solution aujourd'hui qui serait la plus adaptée, c'est celle qui a été évoquée par Delphine, de la pompe à chaleur hybride, éventuellement, donc qui est la même avec le même fonctionnement. Simplement, là, ça ne sera pas les mêmes puissances, donc les mêmes tailles de pompe à chaleur, mais c'est cette solution-là qui pourrait être mise en place. Pour du chauffage individuel électrique, vous avez le photovoltaïque qui peut être une solution adaptée. Le photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la production d'électricité grâce à l'énergie du soleil. Donc vous avez les photons qui sont contenus dans les rayons lumineux du soleil qui vont venir taper sur des cellules qui constituent votre panneau photovoltaïque et qui vont créer à l'intérieur de ce panneau un courant électrique. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail plus que ça, mais en venant activer le mouvement pardon, des électrons dans les panneaux et donc créer une énergie électrique sur votre bâtiment. On a, pour vous présenter le photovoltaïque, photovoltaïque, pardon, une solution en copropriété, ça serait l'autoconsommation collective. Donc, sur la copropriété, le toit de la copropriété, mettre une installation solaire, des panneaux solaires, qui permettraient d'alimenter, vous, individuellement, chacun chez vous, vos équipements électriques. Et pour ça, on a Enedis qui doit vous présenter cette partie-là. Je ne sais pas s'ils se sont déjà connectés ou pas. Oui, je Oui, suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? on vous Oui, entend. Super. parfait. Eh ben, je vous laisse la parole Très bien. pour Merci présenter cette partie. Michaela pour l'introduction. Donc effectivement, je vais vous parler de l'autoconsommation collective. Effectivement, c'est quelque chose qui se prête bien à partir du moment où on installe des énergies renouvelables.
je ne sais pas si j'ai la main. Voilà, parfait. Donc, il y a déjà la possibilité de base de faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation individuelle. Si je prends le cas basique d'une maison, la personne installe des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison et elle va auto-consommer sa production. Elle peut du coup l'utiliser pour recharger sa voiture durant la journée quand ça produit ou voilà, lancer sa machine à laver et ça va être la production d'électricité qui va permettre de, 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 de réaliser d'être utilisé comme consommation et ça va faire une réduction sur la facture d'électricité de cette personne. C'est vraiment au moment où ça produit dans la journée que ça va être utile. On ne va pas pouvoir stocker pour la soirée, par exemple. Ou alors, il faudrait mettre des solutions de batterie à côté, mais là, c'est en dehors de mon domaine d'expertise. Donc là, déjà, voilà, on a quelqu'un à son propre niveau qui peut réaliser de l'autoconsommation individuelle. Ensuite, admettons que cette personne, elle ait ce qu'on appelle du surplus, c'est-à-dire qu'elle produit plus que ce dont elle a besoin au quotidien. Elle peut faire bénéficier ce surplus de production à d'autres participants, d'autres consommateurs. Et donc là, c'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. Il y aura quelques règles à respecter pour faire cette autoconsommation collective, notamment créer une entité juridique qui s'appellera la personne morale organisatrice, mais on va y revenir un petit peu après. On peut avancer. Donc, dans la loi, il y a 2 types d'autoconsommation collective, celle sur un même bâtiment. On installerait des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'immeuble et on peut en faire bénéficier tous les propriétaires ou locataires, enfin en tout cas tous les habitants du bâtiment, ou alors les parties communes aussi. Je pense s'il y a un compteur dédié pour, je sais pas moi, le parking et pour l'électricité de l'escalier et de l'ascenseur, par exemple, ça peut être des participants pour l'autoconsommation collective. Ou alors, il y a ce qu'on appelle un périmètre, l'autoconsommation collective dans le cadre de périmètre étendu. Et là, on va prendre le cas de, je sais pas moi, l'école qui a installé des panneaux sur le toit de l'école et qui va en faire bénéficier le gymnase, l'entreprise d'à côté et Madame Michu, admettons. Donc là, c'est ce qu'on appelle un périmètre étendu et il y a certaines règles à respecter qui sont que tous les participants les plus éloignés, aussi bien producteurs que consommateurs, doivent être éloignés au maximum de 2 km. On a une dérogation, enfin, c'est même pas une dérogation, on peut aller jusqu'à 20 km dès lors qu'on a un service incendie et secours en tant que participant dans l'opération. On peut avoir aucune restriction sur la filière d'installation de production si on est sur le réseau basse tension, c'est-à-dire inférieur à 36 kVA. Et sinon, dès qu'on est supérieur à 36 kVA et donc qu'on est sur la moyenne tension, on est regardant, ça fait partie des critères de validation de l'opération, à savoir que l'installation de production est bien de l'énergie renouvelable. Il y a quelques critères dérogatoires qui peuvent être obtenus. Je vais vous les citer quand même si on est plus pour les copropriétés, à savoir que quand on est une commune caractérisée périurbaine au sens de l'INSEE, on peut obtenir une dérogation à 10 km max entre les participants les plus éloignés. Et dès lors que la commune est caractérisée rurale, on peut aller jusqu'à 20 km. Et c'est des dérogations qui s'obtiennent auprès du ministère de la Transition énergétique. Et ensuite, il y a une dernière dérogation, mais qui se prête plutôt pour les communes ou OPCI. On ne va peut-être pas en parler aujourd'hui. Donc, quelles sont les caractéristiques à respecter quand on fait une opération d'autoconsommation collective? Bien, la première, c'est que tout le monde doit être raccordé au réseau public de distribution, aussi bien les consommateurs que le producteur. Donc, la première étape, ça va être déjà de faire sa demande de raccordement pour, admettons, si on part sur des panneaux photovoltaïques, pour les panneaux photovoltaïques, pour l'entité de production. On va vérifier que tous les compteurs qui participent à cette opération sont communicants. Donc, dans le cadre d'une copropriété, par exemple des compteurs Linky. Pourquoi? Parce qu'on le verra après, mais on va télérelever à manière très, très régulière et très fine les données de comptage pour s'assurer que, pour faire la répartition de la production à pas de 15 minutes. Et c'est là où c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des compteurs communicants. Il faut que le projet soit représenté par une entité juridique donc, qui s'appelle la personne morale organisatrice. C'est elle qui sera le point de contact de l'opération vis-à-vis d'Enedis
Donc, ça sera avec cette entité-là qu'Enedis signera la convention de mise en service de l'opération. Et donc, le dernier point, c'est de signer cette convention de mise en service de l'opération entre Enedis et la personne morale organisatrice. Donc, pourquoi une personne morale organisatrice? C'est une entité juridique qui va lier entre eux tous les participants, aussi bien consommateurs que producteurs. Il faut que ça, pour la créer, cette personne morale organisatrice, il faut mieux être accompagné d'un cabinet juridique qui va définir et recenser tous les besoins, ce qui sera exprimé et qui vous accompagnera dans la meilleure caractérisation de cette PMO. C'est-à-dire que moi, je travaille principalement avec des collectivités, donc ça ne s'y prête pas parce qu'une collectivité est de fait une personne morale organisatrice. La commune, si elle n'a que des bâtiments à elle, elle est personne morale organisatrice. Mais si, admettons, on fait, ça c'est déjà arrivé aussi, hein, une entreprise qui souhaite faire une opération d'autoconsommation collective et embarquer avec elle d'autres bâtiments qui ne lui appartiennent pas, elle va devoir créer une personne morale organisatrice d'un type qu'elle devra définir. Ça peut être une société anonyme, une SARL, une SAS, une association loi 1901. C'est à la PMO et à ses participants de définir ce qui conviendra le mieux. Pourquoi? Parce que ça peut être, c'est dans cette entité-là qu'on va définir aussi comment on va s'échanger, je dirais, cette production. Est-ce que c'est à titre gracieux? Est-ce que celui qui produit et qui a investi les finances pour les panneaux photovoltaïques va vouloir revendre à prix effectivement moindre que les fournisseurs, bien sûr, sinon il n'y a aucun intérêt cette production d'électricité, et si oui, à combien, et est-ce que le prix proposé convient à tout le monde? Voilà, c'est des petites choses, c'est un contrat, et c'est des choses qui sont à régler entre tous les participants. Voilà, donc c'est vraiment une première étape déjà dans la démarche à se poser, et pour ça, on vous recommande d'être accompagné par un cabinet juridique pour établir bien le cadre de ce contrat. Et donc, qu'est-ce qui va se passer tous les mois une fois que votre opération est mise en service? Donc, on a la personne morale organisatrice avec ses participants. Donc là, on a la centrale PV à droite et puis les 3 participants qu'on a mis ici. On a mis une entreprise, une école et un commerce, mais ça s'y prête tout à fait pour les copropriétés. Chacun des participants donc, est raccordé au réseau public de distribution, ainsi que la centrale, bien sûr, toujours, et chacun garde son fournisseur d'électricité, celui qu'il a choisi. Je vais dire n'importe quoi, mais l'entreprise, ça peut être Total, l'école, ça va être Engie, et le commerce, ça va être EDF, par exemple. On est de ce côté-là, ça n'a aucun impact, on s'en fiche, tout le monde y a droit. Donc, la production va répartir, la centrale PV va produire à chaque pas de 15 minutes, et on va définir, si on peut avancer encore un petit peu, la personne morale organisatrice va définir quelle répartition elle veut attribuer à chacun des participants. Alors là, on est parti dans un cas assez simple. On a dit que 25% de la production irait à l'entreprise, 35% irait à l'école et 40% irait au commerce. Et donc, ça, tous les mois, Enedis va l'appliquer et va relever les données de comptage au pas de 15 minutes pour s'assurer pour contrôler et compter quelle production il y a eu et quelle consommation il y a eu pour chacun des participants. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va partir du principe que l'entreprise, elle consomme habituellement 65 kW par jour, et que notre centrale PV, elle en produit 100. Eh bien, comme on attribue 25% à l'entreprise, on lui a attribué 25 kW. Est-ce qu'on peut cliquer encore un petit peu? Merci. Et donc, elle n'aura besoin de soutirer, cette entreprise, que 40 kW au réseau. L'école, elle en a besoin de 50, on lui en a attribué 35%, donc 35 kW, il en restera 15 à soutirer au réseau en tant que consommateur classique, je dirais. Et pour le commerce, 90 kW habituellement, elle en récupère 40 de la centrale PV, de la production, donc elle aura besoin de soutirer les 50 au réseau. Et ça, ces informations-là, c'est ce qu'Enedis va envoyer tous les mois, à la fois à la PMO, au fournisseur pour qu'il puisse établir les factures, c'est-à-dire que le fournisseur de l'entreprise, elle va le facturer sur les 40 kW et pas sur les 25. Elle va le facturer sur les 40 kW en termes de soutirage et d'acheminement,
et elle va le facturer sur les 25 uniquement sur la partie acheminement, parce qu'il y a quand même toujours une partie acheminement au sens où on apporte l'électricité jusqu'au consommateur, mais pas pour la partie sous-tirage, puisque ça a été vu par la PMO avec la centrale PV. Et donc, c'est ça qui va être transmis tous les mois à chacun des participants, enfin, des fournisseurs participants, à la PMO et aux producteurs. Et également à un acteur dont on n'a pas encore parlé, c'est le responsable d'équilibre. C'est une autre entité qui œuvre sur le marché de l'électricité. C'est en quelque sorte l'assureur de votre projet et surtout du producteur. Lui, son rôle, c'est de s'assurer du bon maintien de l'équilibre du réseau. Et donc, il a dans ses activités un portefeuille de producteurs, un portefeuille de consommateurs. Et il doit s'assurer que son portefeuille est toujours à l'équilibre. Et si ce n'est pas le cas, il va avoir des des malus à payer auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Et au contraire, s'il fait bien son travail, il aura des bonus et c'est comme ça que normalement, il est payé. Et donc, le producteur est toujours obligé d'avoir un responsable d'équilibre, c'est son assureur. Donc là, on est parti, voilà, on peut avancer. On est parti sur le cas simple d'une clé de répartition qu'on appelle statique. C'est la plus simple et la plus simple à comprendre et même en utilité. Pour autant, ce n'est pas forcément la plus optimale. Pourquoi? Parce que si, dans mon cas précédent, l'entreprise ferme tous les week-ends, eh bien, le week-end, il n'y a personne pour consommer de l'électricité et donc personne pour consommer la production. Pour autant, si on a un beau week-end ensoleillé, on va produire, mais cette production, comme je vous l'ai dit au début, on ne peut pas la stocker et donc elle doit vraiment être consommée en temps voulu. Donc, si on produit entre 10h15 et 10h30, il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour venir consommer cette production entre 10h15 et 10h30. Donc là, il y a la clé statique, comme je vous l'ai dit, simple, mais pas toujours hyper efficace si on a des participants qui ne sont pas là le week-end. On a la dynamique par défaut, qui, elle, c'est Enedis qui la gère, c'est-à-dire qu'on va regarder, d'où les données de comptage, on va regarder toutes les données de comptage des consommateurs et du producteur, et on va être dans cette recherche d'optimisation pour attribuer au plus gros consommateur la plus grosse part de production, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si sur les 3 que j'ai, je vois que l'entreprise, sur le 10h15, 10h30, elle consomme 50%, c'est elle qui aura 50% de ma production, et les 2 autres auront en fonction de leur consommation habituelle. Donc là, c'est Enedis qui va faire ça en fonction de ce qu'elle observe dans les données de comptage. Sinon, il y a la dynamique. Là, c'est la personne morale organisatrice qui va dire à Enedis, qui va nous envoyer un fichier tous les mois en nous disant, pour chaque jour, à chaque pas de temps de 15 minutes, voilà comment je veux que vous répartissiez ma production d'électricité. Là, ça peut être fastidieux, ça peut sembler fastidieux, mais ça permet à la personne morale organisatrice de garder la main à l'opération au global, de garder la main sur sa production. Et justement, s'il y a des aspects un peu contractuels et financiers, ça peut être une manière de garder la main sur l'opération. La dernière, c'est la full dynamique. Elle devient intéressante et de toute façon, on ne la propose qu'à partir du moment où on a plusieurs entités de production dans une opération. Parce que potentiellement, on peut avoir le producteur 1 qui va vouloir privilégier tel consommateur et le producteur 2 qui voudra privilégier d'autres consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a cette clé full dynamique. Et je ne pense pas qu'elle s'y prête dans le cas des copropriétés. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut se lancer dans un projet d'autoconsommation collective? Eh bien, déjà, il faut réfléchir à plusieurs points. Donc, évaluer les besoins en consommation et dimensionner la production en parallèle. Il ne faudrait pas avoir plus de production que ce dont tous les participants auraient besoin, sinon vous allez vous retrouver avec encore du surplus. Et si vous n'avez pas plus de participants consommateurs à embarquer dans votre opération, c'est pas que c'est perdu, mais il faudra trouver potentiellement quelqu'un pour venir le racheter, un acteur de marché. Il faut s'assurer aussi qu'on a bien des consommateurs qui sont prêts à consommer au moment où je produis. Donc, l'été, ça va être entre 9 et 16h30, admettons, en fonction de comment est orienté ces panneaux et compagnie. Donc là, c'est aussi avoir un bureau d'études pour faire cette opération-là. L'hiver, ça va peut-être plus être du 10h, 10h14, 15h. Et ben, il faut que pendant ces périodes-là d'ensoleillement et de production maximale, on ait des gens pour consommer. Sinon, c'est pas rentable, je dirais, votre opération.
vérifier le périmètre géographique, mais dans le cas d'une copro, ça ne va pas s'y prêter. Choisir l'entité juridique, donc voilà, hein, comme on l'a dit tout à l'heure au moment de la personne morale organisatrice, définir les membres qui vont participer et comment contractuellement on veut être liés tous ensemble. Et puis identifier les consommateurs qui vont participer, recueillir l'accord des participants à cette opération. Si on est sur une copro, que c'est le syndic qui décide de se lancer, il va devoir recueillir l'accord de tous les participants. Pourquoi? Parce que les données de comptage qu'on va nous récupérer, ce sont des données à caractère personnel et c'est donc des données privées. Et donc, on doit avoir l'accord des participants. Et ensuite, définir les modalités et conditions de partage. Donc, c'est la clé de répartition. Donc, tout ça, voilà, ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Et une fois qu'on est prêt à se lancer, eh bien, on fait une demande de raccordement pour la centrale PV ou la centrale de production auprès d'Enedis. Et en parallèle, vous nous envoyez la liste des participants que vous souhaitez embarquer dans l'opération, les caractéristiques de l'opération. Et puis, on commence à monter le dossier administratif en parallèle de la demande de raccordement. Et dès que la demande de raccordement est faite et que nous, de notre côté, on a tout validé, parce qu'on va vérifier quand même que, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les compteurs sont communicants, que voilà, la personne morale organisatrice existe, on a des petites vérifications à faire comme ça. Une fois que tout est prêt, on signe la convention de mise en service entre la PMO et Enedis, et puis on démarrera l'opération avec une date qu'on calera ensemble. En général, on démarre au 1er du mois, parce que c'est plus facile pour relever les données de comptage de démarrer toujours au 1er du mois. Et donc, à partir de là, une fois que l'opération est lancée, bien, tous les mois suivants, la PMO et les fournisseurs et les responsables d'équilibre et le producteur auront les données de comptage associées à l'opération pour voir si on est bien optimal dans l'opération. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Parfait, merci. Je présente pas l'annexe. Non, ça va, c'est bon. Très bien. Eh bien, on a fini, nous, on a fait le tour de notre présentation. Alors, ça peut paraître, ça a été très succinct. Je ne sais pas si vous en attendiez plus, mais là, l'idée, c'était vraiment plutôt de vous dire ce qui existait et pas tellement de rentrer dans le détail technique de comment ça fonctionne, comment je le finance, etc. S'il y en a une des solutions qui vous intéresse et que vous avez besoin de rentrer un peu plus dans le détail, vous nous recontactez, on reprendra un rendez-vous et on verra ensemble. Il nous reste un petit quart d'heure jusqu'à la fin du webinaire, donc c'est le moment pour vous de poser des questions, de réagir à ce qu'on vous a présenté toutes les trois. S'il y a des réactions, des questions, des commentaires à faire, vous avez la parole, vous pouvez débloquer les micros du coup dès à présent. Oui, je fais partie, mais comme un autre de vos spectateurs, là, d'un collectif sur la commune d'Évry, collectif de présidents de conseils syndicaux, et on est amené à rencontrer donc un certain nombre de personnes qui sont dans des conseils syndicaux et qui sont à des moments dans la vie de la copropriété de décider de rester dans leurs énergies ou en changer. Et ils se posent plein de questions et ils ne savent pas trop comment aller. Là, par exemple, ils sont sollicités par exemple, le réseau urbain. Eux, ils sont actuellement au gaz. Ils ont changé leur chaufferie, une copropriété comme ça qui ont changé leur chaufferie il y a une dizaine d'années. Et ils ont la pression, par exemple, du réseau urbain pour pour que le réseau urbain aille se raccorder et leur donne donc la possibilité d'avoir une sous-station. Avec une certaine pression d'ailleurs, puisque effectivement il y a une histoire de date, d'aide, enfin d'aide au raccordement et ainsi de suite. Et on les sent un peu perdus parce qu'ils se disent oui, mais pourquoi raccorder avec la RCU? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions et tout? Et là, il est vrai que je ne sais pas trop quoi leur dire pour qu'ils réfléchissent et qu'ils se fassent aider, parce que moi je pense que la meilleure solution, ça reste quand même le RCU, mais pour autant, à quel moment est-ce qu'il faut vivre la pression de l'opérateur et accepter ces conditions? Est-ce qu'ils ont le temps de se poser la question d'imaginer pourquoi pas d'installer aussi, comme vous dites, des panneaux photovoltaïques en toiture? Enfin bref. Et est-ce que l'ALEC est capable de les aider à étudier les solutions et de les accompagner quelque temps jusqu'à leur prise de décision finale? Alors oui, ça va être mon rôle en tant qu'animateur chaleur renouvelable, par exemple, d'intervenir là-dessus et de présenter les différentes solutions.
Sachant qu'effectivement, pour répondre à la question, le réseau de chaleur, aujourd'hui, c'est la solution numéro 1 qui va être proposée par l'ADEME. Donc d'autres solutions, il y en a, mais ça voudra dire que s'ils ont la possibilité de se raccorder au réseau de chaleur et qu'ils préfèrent faire autre chose, ils ne seront pas, aidés financièrement par l'ADEME. Par exemple, sur de la géothermie. Ouais, alors c'est Bonsoir, c'est peut-être. Monsieur Morin. Ouais. Bonsoir Didier. En fait, là, la copro dont tu parles, j'ai en fait, mesdames Audrey et Choin, en fait, elles sont invitées en Teams avec la copro Cèdre la semaine prochaine. Alors, c'est pas cette copro-là, enfin, Ah, copro-là, c'est Parc Elisabeth? c'est les voisins. Non, 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 c'est les voisins des Cèdres. C'est le château du Mousseau, Ah, euh, OK. qui Ok. effectivement sont ciblés par RCU, puisque de toute façon, tout ça, c'est le même quartier, hein, c'est le quartier des Ouais. Mousseaux. Mais par contre, ce qu'ils n'apprécient pas, c'est la pression qu'on leur met pour prendre leurs décisions. Eux, ils sont un petit peu perdus et ils savent pas. Et comme ils ont à la fois en face d'eux quelqu'un qui veut leur vendre quelque chose, pour eux, c'est pas toujours la bonne solution. Il faudrait quelqu'un Ouais, d'assez. Et l'ALEC, dans ce cas-là, est là j'entends. pour les aider, Alors, prendre il une y a pas bonne. de problème, effectivement, on pourra reprendre les documents, les éléments qui leur ont été donnés. Donc là, c'est Evry, donc j'imagine que c'est Dalkia. Du coup, sur ce réseau-là. Pourquoi, comment, quelles conditions, quels tarifs et effectivement de voir ensemble, est-ce que maintenant c'est le bon moment? Est-ce qu'après l'heure, c'est plus l'heure? Enfin voilà, on pourra discuter ensemble pour voir si, effectivement, réseau de chaleur, ça va être la solution la plus adaptée, surtout sur ce territoire-là, à Évry-Courcouronnes. Mais est-ce que c'est la solution la plus adaptée pour tout de suite maintenant, ou est-ce que attendre 1 an, 2 ans, 5 ans en arrière, ça joue de beaucoup dans les coûts, les intérêts pour la copropriété? Et je comprends et j'entends cette question de ressentiment de pression qu'il peut y avoir de la part des copropriétaires. Mais on pourra échanger dessus plus en détail en rendez-vous. Oui, tout à fait. C'est ce que j'entends, moi, d'un côté, j'ai l'oreille aussi chez Énergie Positive, enfin la partie commerciale, et je les entends promettre, d'être capables de promettre des choses, des aides, que ça leur coûtera rien et tout, mais à condition de signer avant la fin de l'année, par exemple. Et c'est vrai que de l'autre côté, j'ai la copropriété, et je ne les sens pas prêts aujourd'hui à avoir un engagement aussi rapide, parce qu'ils viennent juste de changer De d'exploitant. chaudière. Enfin, les chaudières, ils ont une dizaine d'années, mais on les sent un peu perdus et même si je pense qu'ils devraient signer, je ne vais pas leur imposer. Moi, je leur vends rien, mais je pense qu'il faut qu'ils aient le temps de réfléchir et de prendre leurs décisions. En plus, bah, une décision, ça se prend en assemblée générale, vous le savez bien, et c'est Mm, jamais très vite, quoi. bien sûr, on pourra échanger avec eux. Vous pourrez reprendre contact avec nous, leur redonner nos contacts et on pourra voir ça ensemble, pas de problème. Ok, bah, je vais rester aussi avec Stéphane Morin, puisque on est aussi sur Très le même bien. dans ce collectif, et on prétend pouvoir un peu aider les copropriétaires et les conseils syndicaux qui sont souvent perdus sur tout l'aspect énergie des choses. Chauffage, de l'eau chaude sanitaire, ils sont un petit peu, pour eux, c'est difficile de prendre des décisions. Je comprends, Merci. je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres, réactions ou questions des autres participants? On a été très, très clair alors, dans ce cas-là. C'est parfaite. De toute façon, nous, on va vous renvoyer à tous, la présentation qu'on vient de faire. On va remettre nos contacts également, dedans. Donc si les questions viennent plus tard, c'est pas du tout un problème. Vous pourrez reprendre, soit par mail, soit nous rappeler, soit on reprendra un rendez-vous. C'est pas un souci pour échanger de vos points, en privé, si je puis dire, si c'est ça qui bloque certains pour prendre la parole. S'il y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, je vais vous libérer. Je remercie Enedis qui était présent ce soir pour présenter l'autoconsommation collective, qui est un point très important et qui n'est pas toujours clair, surtout sur la partie administrative pour tout le monde, pour les copropriétaires, mais même pour tout le monde. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci pour l'invitation. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.